La population mondiale ne fait que de vieillir. Les Nations Unies ont affirmé que les personnes de plus de 65 ans constituent le groupe d'âge dont la croissance est la plus rapide. D'après leur estimation, d'ici la deuxième moitié des années 2070, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait atteindre 2,2 milliards et dépasser celui des personnes de moins de 18 ans. Le vieillissement de la population est donc un phénomène qui résulte de deux éléments. 1. L'augmentation de la longévité d'une part, et 2. De la réduction du taux de natalité d'autre part. Mais alors, si la population mondiale vieillit, est-ce que la croissance sera toujours au rendez-vous? Est-ce que investir en bourse reste finalement pertinent? Parce que quand on investit en bourse, on investit dans la croissance économique. Et troisièmement, quel levier et acteur de cette méga tendance pourrait être intéressante à exploiter en bourse, justement? Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de cette méga tendance qui commence à se dessiner, celle du vieillissement de la population. Pour démarrer, on va faire une analyse démographique. Voici un graphique qui nous montre l'évolution du nombre d'habitants sur Terre entre 1950 et 2024, ainsi que les projections jusqu'en 2100. On peut voir qu'en 2050, on était aux alentours de 2,5 milliards d'habitants sur Terre. Aujourd'hui, en 2025, on a dépassé la barre fatidique des 8 milliards. Et on estime que le pic de la population sur Terre serait en 2085. Maintenant, si on revient sur le nombre de personnes âgées, pour 2050, l'ONU a estimé que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde devrait plus que doubler, passant de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050 de 65 ans et plus. Plus de personnes âgées, mais aussi une expérience de vie qui est beaucoup plus longue, autour de 73 ans aujourd'hui, alors qu'elle n'était qu'autour de 45 ans dans les années 1950. Cela signifie que tous les 3 ans depuis 1950, l'ensemble de la population a gagné environ une année de vie supplémentaire. On peut le voir chez les hommes, on est passé de 50,7 années au départ à 71 ans. Et chez les femmes, on est passé de 54,6 à 75,8 ans. Évidemment, il y a des disparités selon les pays. Si on prend les pays sous-développés, la moyenne est autour de 60 ans, alors que dans les pays développés, ici, on tourne autour d'une moyenne d'espérance de vie de 81 ans. Cette dynamique du vieillissement n'est donc pas homogène. Les pays les plus touchés sont principalement les pays développés, donc on a notamment une forte exposition au Japon et en Corée du Sud, mais cela devrait également arriver dans d'autres pays, dont la Chine, avec sa politique de l'enfant unique qui va commencer clairement à impacter son économie. D'ailleurs, en 2024, la Chine a connu sa première baisse de population, et si on prend le cas pour la France, justement, en analysant la démographie française, on observe que les baby-boomers arriveront prochainement à la retraite. Donc on a toute cette vague de baby-boomers qui sont nés entre les années 1973 et 1953, qui arriveront là prochainement à la retraite, très rapidement même. Et à l'inverse, on observe également un creux conséquent entre les années 1990 et 2003, et donc on aura un manque d'actifs important sur le marché du travail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la population continue de vieillir. D'ailleurs, on a ce graphique qui est très pertinent de France Inflation, donc qui vient de l'INSEE, qui nous montre l'évolution des retraités de 2004 à 2020. Donc c'est un graphique qui date un petit peu, mais on voit clairement que en termes de millions de retraités, on est passé de 13 millions en 2004 à 17 millions en 2020. Alors que le nombre de cotisants, on est passé de 26 millions à 28 millions. Donc on voit justement ce rapport démographique qui est à la baisse. Il y a plus de retraités pour moins de cotisants, ce qui va évidemment engendrer des problèmes dans le système de retraite. On pourrait analyser plein d'autres données, mais juste avec ces données factuelles, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a compris qu'il y avait une méga tendance qui se dessinait. Et donc maintenant, la question à se poser, c'est quelles niches sont potentiellement intéressantes à exploiter en termes d'investissement en bourse? C'est la question à se poser. Quelle tendance à exploiter? Commençons déjà par l'un des premiers secteurs qui peut te venir directement en tête, c'est la santé. Les personnes âgées consomment une part disproportionnée des dépenses de santé. En effet, elles sont beaucoup plus exposées aux maladies chroniques, telles que le cancer, le diabète, l'arthrose, l'Alzheimer, et nécessitent donc plus de soins, de médicaments et de technologies médicales. Ici sur le graphique qui vient de EPAS Traitement l'adresse, on voit justement les dépenses de soins selon l'âge. Donc ça remonte également en 2004, mais on peut voir que
pour une personne, un enfant de moins de 5 ans, en moyenne, ses dépenses de soins à l'année étaient autour de 1 000 euros. Alors qu'une personne qui a l'âge de 80 ans et plus, ici, on tourne autour de 7 000 euros de dépenses à l'année. Donc on fait quand même x7, on a 7 fois plus de dépenses en moyenne entre un enfant et justement une personne de 80 ans et plus. Donc ce qui pourrait être intéressant, ce serait potentiellement de s'orienter vers tout ce qui est pharmaceutique ou tout ce qui est les dispositifs médicaux, c'est-à-dire ceux qui développent du matériel de santé. Un autre domaine à la fois lié à la santé et à l'immobilier, ça pourrait être justement les résidences de service, car tout simplement il y a plus de personnes potentiellement à la recherche d'un cadre de vie avec d'autres personnes âgées, donc les résidences de certains âges. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième secteur qui pourrait être intéressant, c'est le secteur de l'assurance et de l'épargne retraite. En effet, les assurances sont plus chères pour couvrir les frais médicaux croissant à mesure que l'âge avance. J'en ai fait l'expérience avec ma mamie justement et on a comparé un peu le coût de l'assurance. Et en effet, moi je suis plus à une assurance mensuelle autour de 30-40 euros alors qu'elle, elle est plus autour de 180 à 200 euros. Donc avec l'allongement de la vie et l'augmentation des pathologies chroniques, la demande d'assurance santé et dépendance grimpe. Ici, je te partage justement un graphique qui nous montre le coût moyen d'un contrat de santé à destination des seniors par niveau de gamme, tout profil confondu. Donc l'entrée de gamme, ce serait déjà 75 euros et le haut de gamme, ce serait autour de 178 euros. Bon, c'est issu de l'Argus de l'assurance et on voit les écarts de moyens des tarifs appliqués par âge de souscription et on voit que plus l'âge, on augmente dans les âges, donc là c'est de 57 à 72 ans, plus on augmente dans les âges, au plus le tarif augmente. C'est pour ça aussi que c'est un marché pour l'assurance dans le sens où il y a plus de personnes âgées. Qui dit plus de personnes âgées dit des contrats plus chers, évidemment des soins potentiellement plus élevés, mais à côté, l'assurance potentiellement en fonction de ses marges, en fonction de tout son système qu'elle étudie et qu'elle met en place, il y a potentiellement de la croissance et des profits à aller chercher. Maintenant, je vous ai parlé de l'assurance, on peut également parler de l'épargne retraite, et notamment avec le patrimoine, car on sait aujourd'hui, ça a été publié dans de nombreuses études, ce sont bien les personnes âgées qui ont les plus grands patrimoines. Et ici, je vous montre un graphique qui nous montre à peu près le patrimoine brut et net en fonction du type d'âge. On voit que pour les moins de 30 ans, on est autour de 50 000 euros. Alors que les 40 à 49 ans, on est autour déjà de 250 000 euros. Et pour les personnes d'un certain âge, donc 60-69 ans, là, on est quasiment au point maximal, autour de 300-350 000 euros. Il faut savoir que cette gestion d'actifs, donc s'il y a plus de personnes à la retraite, potentiellement plus de personnes qui auront des patrimoines élevés, alors ils devront faire quoi? Ils devront faire appel à des fonds de gestion parce qu'ils devront déposer leur argent, potentiellement l'investir, potentiellement l'épargner, mais en tout cas, cet argent sera géré par des grosses sociétés de gestion. On aura Amundi, on aura BlackRock, évidemment, on en aura d'autres, ça c'est quand même les plus connus. Donc le secteur de la gestion de l'épargne et des retraites peut également être une niche intéressante à exploiter. Troisième niche, on a également la niche de la technologie pour la silver economy. Silver economy, donc c'est pour les personnes qui ont plus de 60 ans. On a l'adoption numérique qui progresse dans le monde de manière générale et qui progresse également chez les seniors. Parce que aujourd'hui, ils ont besoin d'interfaces simples, ils ont besoin d'outils d'assistance, de la télécommunication médicale. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être prises en compte dans la technologie de la silver economy. On a tout ce qui va être la télémédecine avec les dossiers médicaux numériques. On a le côté objets connectés de santé, donc on aura des montres, des tensiomètres, des capteurs de chute, toutes ces outils, ce matériel nécessaire dans Silver Economy de la santé. On aura également les robots d'assistance, tout ce qui va être aide à la mobilité, conversation, la surveillance, et aussi les applications d'accompagnement pour la mémoire, peut-être les médicaments, donc suivre la prise de médicaments, également la nutrition. En tout cas, ça, c'est déjà fortement développé au Japon et en Corée du Sud, car eux, ils sont bien plus avancés dans ces domaines d'activité. On peut se dire que à l'avenir, ça va être développé, notamment en Europe, notamment aux États-Unis, etc. Donc, c'est une possibilité d'investissement de niche, de secteur d'activité. Et également, pour finir, on a la consommation des seniors. Ici, les seniors, donc de 55 et plus, représentent une part importante et croissante de la consommation mondiale. On aura notamment le luxe, donc car eux, évidemment, ils ont plus d'argent. On aura également le tourisme et les loisirs nichés,
comme tout ce qui va être les croisières, également le camping-car. Donc ça peut être également des niches potentielles à exploiter. Et justement, c'est la suite et c'est ma question que je voulais te poser. Comment on peut investir? Maintenant qu'on connaît ces domaines d'activité, comment on peut s'exposer à ça? Il y a 2 grandes possibilités. La première, c'est tout simplement d'investir sur des actions individuelles. Par exemple, tu as Stryker, qui est justement un fabricant de dispositifs d'équipements médicaux, donc qui intervient dans tout ce qui va être le matériel médical. On a Eli Lilly, donc dans tout ce qui va être bon, un peu, donc ça, c'est un autre marché que c'est vrai qu'on n'a pas discuté, mais l'obésité et puis tout ce qui va être lié à la santé. On a également, par exemple, Royal Caribbean Group, donc qui est l'un des plus grands mastodontes en termes de croisières mondiaux. On a Essilor Luxottica parce que Essilor pour les lunettes sur du long terme. On a également LVMH pour le luxe. Bref, là, c'est une petite possibilité que je t'ai mis, mais c'est vraiment pour te dire que la première possibilité d'investissement, c'est de t'orienter vers des actions individuelles. Et la deuxième possibilité, c'est tout simplement de t'exposer à des ETF sectoriels. Par exemple, ici, je te partage un ETF sectoriel qui est exposé justement aux assurances. C'est le iShares Stocks Europe 600 Insurance. Donc, qui lui a quand même des frais annuels de 0,46%. Il est distribuant, il a une réplication physique et il a une taille de fonds de quasiment 500 millions d'euros dans le cours sous gestion. Ce qui reste plus ou moins assez pertinent par rapport à ses capacités, même si évidemment ses frais restent assez élevés. Ensuite, on a pour la santé, pour t'exposer à la santé, le X-Tracker MSCI World Healthcare, qui est lui à des frais annuels de 0,25%, qui est un ETF capitalisant et qui a une taille de fonds de 2 milliards 400 millions d'actifs sous gestion, donc c'est quand même pertinent. Et enfin, on a par exemple pour le loisir et le tourisme, iShares Stock 600, Europe 600 Travel and Leisure, qui est lui par contre a des frais quand même élevés de 0,46% aussi. Distribution, c'est une réplication physique et par contre la taille du fonds est de seulement 67 millions, ce qui est très très faible et qui ne correspond pas justement à nos fameux critères objectifs et subjectifs quand on va définir et choisir un ETF en particulier. Maintenant, si tu veux t'exposer justement à un ETF de méga tendance, tu as un seul ETF sur le vieillissement de la population qui est selon moi le plus pertinent, mais qui a quand même des frais de 0,4% annuels. C'est le iShares Aging Population. Donc Aging, c'est A-G-E-I-N-G Population, qui lui donc est capitalisant, c'est une réplication physique et sa taille du fonds tourne autour de 500 millions d'euros d'actifs sous gestion, ce qui reste assez pertinent. Il a été créé en 2016, donc ça fait quand même quasiment 10 ans. Lui, à l'intérieur, dedans, il a quoi? Il a quand même une répartition géographique qui est à plus de 50% aux États-Unis. Et le reste, c'est plus ou moins équilibré avec le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Australie, la Chine, le Canada, la France. Et donc, on a une répartition des secteurs, on peut le voir, qui est principalement axée par contre sur la santé et sur la finance. 44 et 44%, ce qui est énorme. Et après, c'est sur les biens de consommation cyclique. Maintenant, si on regarde un peu sa performance, clairement, il n'y a pas photo. Il le sous-performe largement le S&P 500. Si on prend uniquement sa performance sur les 6 dernières années, le S&P 500 a fait 131%, alors que l'ETF en question a fait seulement 49%. En tout cas, c'est deux possibilités. Soit tu t'exposes à des actions individuelles. Évidemment, tu as toujours ce fameux risque spécifique qui est lié à une action et donc tu peux largement sous-performer le marché. Ou tu peux t'exposer à un ETF sectoriel. Moi, personnellement, je ne suis pas fan parce que sur le long terme, pareil, tu sous-performes. La majorité des ETF sectoriels sous-performent le S&P 500, à part évidemment le Nasdaq qui est le côté technologique. Maintenant, voilà, au vu des données démographiques, clairement, cette méga tendance, elle est bien présente. Mais maintenant, la question vraiment qu'on peut se poser, c'est comment bien l'exploiter. Et je trouve que c'est assez compliqué. Comme je viens de te le dire, déjà, tu as le côté ETF qui, selon moi, n'est pas forcément pertinent. Donc, la seule possibilité, ce serait de trouver les bonnes actions. Mais voilà, tu as toujours ce fameux risque de sous-performer le marché sur du long terme. Personnellement, à l'heure actuelle, j'approfondis toujours un peu cette tendance, mais je suis pas clairement investi dessus. Toi, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as investi un peu sur cette tendance, si tu as une vision, qu'est-ce que tu en penses en fait tout simplement de cette méga tendance sur du long terme et à quoi aujourd'hui tu aimerais potentiellement t'exposer. Ça m'intéresse d'avoir ton avis et ton retour à propos de ça. Et puis j'espère que cette vidéo sur un peu plus spécifique sur l'analyse du marché, d'une méga tendance en général, de l'investissement, t'aura vraiment intéressé. En tout cas, moi, ça m'aura plu de faire cette vidéo et on est toujours là pour comprendre davantage le monde de la finance, démocratiser l'éducation financière et puis toujours mieux comprendre ce qui nous entoure et puis la tendance vers laquelle
le monde se développe. Voilà, en tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Et si tu es sur podcast, pense à t'abonner, à liker, à partager, pareil sur YouTube. Et puis en tout cas, c'est un vrai plaisir pour pouvoir aider toujours plus de personnes. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes finances, de tes investissements et de ta stratégie long terme. Et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.